Hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est une urgence neurologique majeure, souvent caractérisée par une céphalée brutale et explosive, la céphalée en coup de tonnerre. Elle résulte le plus souvent de la rupture d'un anévrisme cérébral. Le diagnostic rapide est crucial pour la survie et pour limiter les séquelles. Nous verrons ensemble les aspects cliniques, diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie dévastatrice. Nos objectifs pédagogiques pour ce module sont clairs et essentiels. D'abord, vous saurez définir précisément l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Ensuite, nous maîtriserons le diagnostic et l'ordre des examens complémentaires, un point crucial. Nous identifierons aussi les principales causes et enfin, vous développerez la capacité à interpréter correctement un scanner cérébral, tout en assurant une surveillance neurologique rigoureuse. Prêt à plonger? Bienvenue à ce cours essentiel où nous allons décortiquer ensemble un sujet crucial. Notre plan est clair et structuré. Nous débuterons par une introduction pour poser les bases, avant d'aborder le diagnostic positif, clé de toute prise en charge. Nous explorerons ensuite les complications potentielles, puis les étiologies, pour comprendre les origines. Enfin, nous détaillerons la prise en charge et clôturerons avec le pronostic. Ce parcours nous donnera une vision complète et pratique de la pathologie. L'hémorragie sous-arachnoïdienne, que nous allons explorer, se définit comme l'irruption de sang dans l'espace sous-arachnoïdien. C'est une pathologie qui représente 5% de l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux. Retenez bien ceci, c'est une urgence absolue, à la fois diagnostique et thérapeutique, exigeant une réactivité maximale. Diagnostic clinique. Pour une bonne approche, nous identifions 4 tableaux majeurs. Un syndrome méningé non fébrile, avec sa raideur et les signes de Kerning-Brudzinski. Ensuite, une céphalée ictale intense, souvent signe d'hypertension intracrânienne, avec vomissement et diplopie. N'oublions pas les signes de focalisation, qui dépendent directement de la topographie lésionnelle et de l'extension de l'hémorragie. Enfin, un syndrome irritatif peut se manifester par une crise d'épilepsie, partielle ou généralisée, pouvant aller jusqu'au coma. Examen complémentaire. Une fois l'hémorragie sous-arachnoïdienne suspectée au TDM sans injection, et après une ponction lombaire si indiquée, le point capital est le bilan étiologique. Nous recherchons la source du saignement, anévrisme ou MAV. Pour cela, l'angio-IRM, l'angioscanner, et surtout l'angiographie cérébrale conventionnelle sont nos outils. Un bilan biologique complet, incluant hémostase, est bien sûr indispensable pour la prise en charge. Visualisez ici une hémorragie subarachnoïdienne typique à la TDM, caractérisée par cette hyperdensité dans les citernes de la base. La cause? Souvent, comme le montre l'angioscanner à droite, un anévrisme rompu. Ici, il s'agit d'un anévrisme de l'artère communicante antérieure. Ces deux images illustrent parfaitement le diagnostic étiologique d'une HSA, une urgence neurochirurgicale vitale nécessitant une prise en charge rapide. Anévrisme de la carotide interne, clairement visible ici sur cette artériographie cérébrale. Regardez bien cette dilatation saculaire, cette poche anormale sur l'artère. C'est un anévrisme typique qui, s'il rompt, peut entraîner une hémorragie sous-arachnoïdienne dévastatrice. Le diagnostic est crucial pour une prise en charge précoce, souvent par endovascularisation ou chirurgie. C'est une pathologie grave à toujours garder à l'œil en radiologie interventionnelle. Complications. Le ressaignement est redoutable, plus de 80% des réruptures surviennent dans les 15 jours. L'hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aiguë obstructive est une complication sérieuse. Enfin, le vasospasme, entraînant une ischémie cérébrale, est une complication grave, apparaissant souvent entre J6 et J10 avec un pic à J8 et provoquant une altération neurologique clinique aiguë. C'est crucial à surveiller. Étiologie. La cause majeure, de loin, ce sont les anévrismes, responsables de 70 à 80% des cas. Retenez que 0,5 à 2% de la population générale peut être porteuse d'un anévrisme intracrânien. Ensuite, les malformations artério-veineuses, ou angiomes, représentent 7 à 10%. Les autres causes sont minoritaires, à 3%, regroupant des origines infectieuses, vasculaires, des troubles de l'hémostase ou l'HTA. Enfin, la cause demeure indéterminée dans 10 à 20% des cas. C'est essentiel pour le diagnostic. L'anévrisme cérébral, comme le montre cette diapositive, illustre la transformation d'une artère saine. Le flux sanguin normal exerce une pression. Lorsque la paroi de l'artère se fragilise, notamment à une bifurcation, elle se déforme progressivement. Petit à petit, une protubérance apparaît,
formant un collet puis un sac anévrismal, une poche fragile. Le sang s'accumule dans ce sac, augmentant le risque de rupture. Cette progression souligne l'importance vitale d'une compréhension précise pour le diagnostic et la prise en charge. Passons à la prise en charge. Elle est multifactorielle et débute par une surveillance clinique étroite, tant neurologique qu'hémodynamique. Un traitement anti-épileptique est systématique. Nous utiliserons la nimodipine pour prévenir le vasospasme et maintiendrons une excellente hydratation. En cas d'hydrocéphalie, une dérivation ventriculaire sera nécessaire. N'oublions pas, enfin, l'importance du traitement endovasculaire pour les MFVC afin d'optimiser le pronostic. L'embolisation est une avancée majeure en neuroradiologie interventionnelle pour traiter les anévrismes. Le processus débute par l'insertion d'un cathéter fin dans l'artère fémorale, guidé avec précision jusqu'à l'anévrisme cérébral. Des microfilaments, les fameux équales, sont ensuite délicatement déployés à l'intérieur de l'anévrisme, le remplissant et le rendant inerte. L'objectif est de prévenir sa rupture. Pour les anévrismes complexes, un stent peut servir de support équale, garantissant une occlusion durable. Regardez cette illustration du traitement neurochirurgical d'un anévrisme. Il s'agit du clipping, une technique cruciale où un clip chirurgical est positionné avec précision à la base de l'anévrisme, sur l'artère porteuse. Ce geste délicat vise à exclure complètement l'anévrisme de la circulation sanguine, prévenant ainsi une rupture potentiellement catastrophique. C'est une méthode efficace pour sécuriser l'intégrité vasculaire cérébrale, stabilisant la pathologie et protégeant le patient. Ces deux échelles sont capitales pour évaluer le pronostic d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Le score de INTES classifie la sévérité clinique, de l'anévrisme non rompu au coma profond. L'échelle WFNS, elle, intègre le déficit moteur et le Glasgow Coma Score pour une évaluation neurologique plus fine. Ensemble, elles nous offrent une stratification rapide et essentielle de la gravité, guidant ainsi nos décisions thérapeutiques initiales. Maîtriser ces outils est fondamental pour chaque clinicien. Pronostic. La mortalité des anévrismes rompus atteint 20%, avec des séquelles très variables. Pour un mauvais pronostic, notez l'âge avancé, plus de 70 ans, l'hypertension intracrânienne initiale, et les troubles sévères de la conscience avec déficit neurologique. Un ressaignement précoce ou un vasospasme cérébral sont aussi des signaux d'alerte majeurs. Et bien sûr, un anévrisme inaccessible à la chirurgie ou à la neuroradiologie interventionnelle est très défavorable. Gardez ces facteurs en tête. Merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive et votre participation durant cette session. J'espère que les points abordés aujourd'hui vous éclaireront dans vos réflexions futures et stimuleront votre curiosité. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions dès maintenant. Votre engagement est précieux, et je suis impatient de poursuivre nos échanges. À très bientôt pour la suite de nos travaux.